la principale révélation des documents dévoilés des services secrets américains. On l'a effleuré hier, mais c'est sans doute l'information majeure et je voudrais qu'on insiste dessus. Pourquoi est-elle si importante? Parce qu'elle implique que la contre-offensive ukrainienne est compromise. De quoi s'agit-il? Bien, c'est que l'armée ukrainienne sera, au moment annoncé de cette grande contre-offensive, au mois de mai, elle sera en panne de batteries anti-aériennes. Et cela pourrait, d'après ces mêmes services de renseignement américains, compromettre cette contre-offensive. On va essayer d'abord de bien poser les choses, et puis ensuite on vous entendra sur la réalité de cette menace qui serait décisive pour l'avenir de cette guerre. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Batterie aérienne, anti-aérienne, pardonnez-moi. Ça n'est pas évident à comprendre, on ne le soupçonne pas, mais sans batterie anti-aérienne, toute tentative de contre-offensive serait effectivement très difficile à mener. Pourquoi ? D'abord, regardez, une batterie anti-aérienne, ça ressemble à cela. Une machine prête à tirer des missiles ultra rapides pour intercepter d'autres missiles tirés par l'ennemi, en l'occurrence la Russie. Depuis le début de la guerre, quand on parle de défense antiaérienne ukrainienne, eh bien on l'aborde surtout concernant la protection des villes. On vous montre souvent ces images d'interception de missiles ou de roquettes par la défense ukrainienne lors de raids aériens russes pour les empêcher de s'abattre sur des cibles civiles, des écoles, des hôpitaux, des installations énergétiques. Ici, on est au-dessus de Kiev à la fin du mois de décembre. Et là, sur cette image qui va suivre, nous sommes au sud-est de Lviv en février. Mais ce que l'on sait moins, quand on connaît peu la chose militaire, c'est que ces batteries sont indispensables non seulement pour la défense, mais aussi pour l'attaque. Pourquoi ? Eh bien parce que lorsqu'une unité monte au front, ce sont des hommes, des chars, des véhicules de transport, des pièces d'artillerie qui sont mobilisés et qui doivent à tout prix être protégés. Sinon, la Russie, qui est dotée d'une large supériorité aérienne, enverrait ses avions pour les réduire en fumée. Idem pour les bases arrières. Là-dessus, justement, écoutez les précisions d'Olivier Kempf, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique. Dans le cas d'une contre-offensive, ou d'une offensive, plus exactement, vous devez faire attention à deux choses. D'abord, protéger finalement les unités qui attaquent, mais aussi toutes celles qui les appuient et qui les soutiennent. Et puis, vous devez surtout vérifier, vous défendre contre l'éventuelle supériorité aérienne de l'ennemi, d'autant plus que dans une offensive, eh bien, vous allez plutôt aller dans son camp, pour parler simplement, plutôt que de défendre le vôtre. Or, ce que révèlent ces documents dévoilés donc, des services secrets américains, c'est qu'au moment de cette grande contre-offensive, l'Ukraine sera en rupture de stock sur la plus grande partie de ses équipements, de ses batteries anti-aériennes. Oui, vous allez voir, c'est ce qui apparaît clairement sur ce document intitulé Ukrainian Air Defense et siglé top secret. À chaque ligne correspond un type de batterie anti-aérienne. Et si ce document est bien exact, eh bien, lorsqu'il y a du rouge, c'est qu'il y a rupture de stock à venir. Et regardez, on l'a reproduit au propre pour que ça soit plus clair. 5 types de batteries anti-aériennes seront à sec de munitions. Les S-300 ukrainiens, rupture de stock prévue le 3 mai. Les Buck britanniques et américains, rupture de stock prévue le 13 avril. Les systèmes OSA ukrainiens, rupture de stock prévue en mai. Les systèmes Iris-T allemands notamment, rupture de stock dès février. Et les NASAMS américains, norvégiens, danois, rupture de stock prévue le 15 avril. C'est même écrit noir sur blanc dans l'entête du document. La capacité de l'Ukraine à fournir une défense antiaérienne à moyenne portée pour protéger les troupes sur la ligne de front sera complètement détruite d'ici le mois de mai. Le renseignement américain va même jusqu'à émettre des doutes sur la contre-offensive en elle-même. Selon un autre document qui vient d'être dévoilé par le Washington Post, des déficiences persistantes ukrainiennes dans la formation et les réserves de munitions vont probablement mettre à rude épreuve tout progrès et aggraver les pertes durant l'offensive. Regardez donc cette carte à la date du document que l'on vous a montré en février avec tous les territoires protégés par les batteries antimissiles. Et voilà ce que cela représenterait selon les projections des renseignements américains au mois de mai. Effectivement, on voit que ces territoires sont beaucoup moins protégés et d'ailleurs qu'il s'agisse des villes
ou de la ligne de front. Mais on avait cru comprendre, Justine, après le sommet, le grand sommet de Ramstein en Allemagne, cette base américaine, que les livraisons occidentales de batteries antiaériennes devaient s'accélérer. Eh bien, entre les décisions et les livraisons, il peut se passer du temps. Et ainsi, Kiev attend toujours les missiles antimissiles Patriot promis en décembre par les États-Unis. La France, quant à elle, a bel et bien livré des batteries Crotale, mais en nombre très limité. Idem pour la Norvège avec les NASAMS. Bref, la course contre la montre, pour l'instant, est loin d'être gagnée. Et ça n'a sans doute pas échappé, la lecture de ces documents n'a sans doute pas échappé à la Russie. Effectivement, parce qu'on imagine que Moscou observe ces documents comme nous le faisons. Et si l'état-major russe estime qu'il peut désormais sortir ses avions de combat et ses bombardiers des hangars sans prendre trop de risques, eh bien il le fera pour attaquer les positions des troupes ukrainiennes et son artillerie. Merci Justine. Alors je me tourne vers vous, amiral Goldefi. Oui. Vous avez dirigé, commandé le porte-avions Clémenceau. Vous avez participé à de nombreuses campagnes, joué un rôle de premier plan au Kosovo, en Irak. Vous connaissez parfaitement la logique d'un champ de bataille. Peut-on dire effectivement que sans batterie aérienne, sans munitions suffisantes, on ne peut pas partir dans une grande contre-offensive? Non, là on est tout nu, comme ça a été très bien expliqué. L'armée de l'air russe a été un peu bloquée sur ses bases et n'a pas opéré sur le sol ukrainien, en tout cas au début, et parce qu'on a fourni des défenses aériennes de courte et de moyenne portée aux Ukrainiens. Donc ça c'est clair. Après, on peut rentrer dans les débats techniques, je vais vous expliquer haute altitude, je crois que ça n'a pas un grand intérêt. À qui profite le crime ? Est-ce que les Américains ont envie de poursuivre la guerre et ont envie d'une victoire ukrainienne ? Si Biden n'a pas envie d'une victoire ukrainienne, il laisse échapper que l'Ukraine en mai sera complètement nue. Biden ne souhaiterait pas une victoire ukrainienne. Il a longtemps tergiversé sur le fait de fournir des armes à longue portée, ayant des capacités de défense ou d'attaque en profondeur aux Ukrainiens. Il s'est contenté de donner les armes, de donner donc le monde occidental les armes justes nécessaires pour ce que j'appellerais une autodéfense, etc. Serrions les choses, parce que les États-Unis ont toujours dit on ne souhaite pas qu'avec nos armes occidentales, l'armée ukrainienne puisse frapper le sol russe. Oui. Mais pour ce qui est de reconquérir les territoires occupés par les Russes, en particulier le Donbass, pas de problème. Pourquoi Biden chercherait-il, pourquoi les États-Unis ne souhaiteraient-ils pas, de ce point de vue-là, que l'Ukraine recouvre son intégrité territoriale? C'est une hypothèse, mais posons-nous la question. La deuxième chose, c'est que là, on a une guerre entre généraux. La guerre terrestre, comme la guerre maritime, c'est une guerre entre têtes. Et les Ukrainiens... Qui a provoqué cette fuite de documents, c'est ce que vous voulez dire? Non, je veux dire, même avec une défense aérienne réduite, ou en phase de réduction, il y a deux possibilités. Soit vous employez des tactiques dans lesquelles vous surprenez assez l'adversaire pour qu'il n'ait pas le temps de déployer ses armes, et vous consommez moins, parce qu'à la guerre, il ne faut pas consommer. Il ne faut tirer qu'à bon escient. Pour le moment, on a tiré à tir-larigot, hein. Il n'y a pas de problème là. On produit 100 obus de 55 par jour et les Ukrainiens 255 et les Ukrainiens en consomment 5000. Hein. Voilà. Donc ça c'est les chiffres. Donc il faut toujours être, j'allais dire, économe dans les moyens. Alors ça je pense que les Ukrainiens sont plus malins que les Russes dans ce domaine. Après il y a les tactiques qui seront employées. Si j'étais ukrainien, j'aurais créé le plus loin possible de la portée de l'armée de l'air russe. Forcément. Forcément. Vrai. Enfin, à un moment donné, même si on pilonne d'abord avec son artillerie, même si elle est beaucoup plus précise que celle des Russes, si on pilonne les bases arrières, si on pilonne les unités, il faut quand même avancer avec les chars et l'infanterie. Alors, à l'opposé, je vais prendre une hypothèse, l'autre hypothèse, c'est alerte rouge. Nos amis ukrainiens seront incapables de faire la guerre à partir du mois de mai, d'après vos chiffres. Là. Alerte rouge, donc débloquons vis-à-vis du Congrès, vis-à-vis des parlements européens, vis-à-vis des décideurs européens, plus rapidement, des outils, tous ces outils-là, ils sont sur étagère. Hein. Ils sont sur étagère, le Patriote, il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Bien sûr, ils l'ont vendu. Il suffit de les livrer. Il suffit de les livrer. Il n'y a pas de problème de stock. Non. De missiles peut-être, mais les batteries, non. Bon. En tout cas, d'un strict point de vue militaire, vous nous confirmez que pas de batterie anti-aérienne, pas de contre-offensive possible sans se faire massacrer. On sort tout nu de la tranchée.
On n'a pas de défense aérienne, on n'a pas de parapluie. Ça s'appelle un parapluie. On n'a pas de parapluie quand on sort de la tranchée. Pour prendre une image que tout le monde peut comprendre. Bon, ce diagnostic américain établit donc que cette contre-offensive serait compromise en l'état actuel des stocks. Rappelons que ces documents, ils datent tout de même de début mars, fin février. Donc on peut considérer que depuis, ces livraisons se sont accélérées. Mais ce qu'il révèle en creux, c'est que l'armée ukrainienne consomme énormément de munitions pour ses batteries antiaériennes. Oui. Et on le sait, les Russes bombardent très régulièrement les villes ukrainiennes. Ça continue. C'est un peu moins fréquent qu'avant, mais ça continue. Donc, malgré tout, peut-être que depuis le 1er mars ou la fin février, ça s'est accéléré. En tout cas, les Américains sont conscients de ces lacunes. Est-ce que ça compromet, pour vous, cette contre-offensive ukrainienne? Est-ce que c'est l'enseignement qu'il faut en tirer, Isabelle? Écoutez, je ne vois pas comment les Occidentaux, qui depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, forment des dizaines de milliers, 15 000 en Europe, militaires ukrainiens pour cette contre-offensive, qui estiment avoir pris des risques politiques parfois en livrant des armes qui ne plaisaient pas à Vladimir Poutine, comme les chars lourds pour la France, les canons César, etc., priverait les Ukrainiens d'un outil indispensable à cette contre-offensive. Donc pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc soit effectivement ces documents datent d'il y a 1 mois et demi et les batteries auront le temps d'arriver si la contre-offensive démarre au mois de mai, soit il y a une visée politique derrière. Mais soit il y a quand même un problème, soit il y a quand même un problème de stock. Soit il y a quand même un problème de stock. Par ailleurs, l'amiral a l'air de dire qu'il n'y a pas de problème de stock. Non, je parlais des batteries patriotes. Oui, je parle des batteries, là. Des batteries. Je parle des batteries. Par ailleurs, on dit que c'est les plus perfectionnés, les patriotes. Non. Alors, par ailleurs, il y a d'autres problèmes qui compliquent la lancée de la contre-offensive ukrainienne. C'est effectivement le problème de stock dans certains pays européens, comme par exemple la France. C'est compliqué de donner plus de canons César qu'on en fabrique. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que après 30 ans de désarmement, l'industrie de la défense tourne au ralenti. Elle a une force d'inertie absolument considérable et on la met pas en ordre de bataille de guerre comme ça en 5 minutes. Et en fait, c'est tout l'arrière qui est censé fournir le nécessaire aux Ukrainiens pour leur contre-offensive, qui n'arrive pas à fournir assez vite. Donc, bien entendu qu'il y a des problèmes. Parce que, rappelons encore une fois que lorsqu'il s'est agi de livrer des chars lourds, il y a eu tout un débat. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va effrayer Vladimir Poutine? Lorsqu'il s'agit de livrer des chasseurs, des avions de guerre, il y a tout un débat. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va effrayer Vladimir Poutine? Lorsqu'il a été question de livrer des lance-roquettes multiples, il y a eu tout un débat. Est-ce qu'on va trop loin? Est-ce qu'on va... En ce qui concerne les batteries anti-aériennes, c'est un équipement de défense et uniquement de défense. Donc là, il n'y a pas eu de débat et personne n'a eu le sentiment de prendre un risque et de risquer d'effrayer Vladimir Poutine. Votre sentiment, Dominique? Je suis troublé. Je voudrais reprendre la formule de l'amiral. À qui profitent ces révélations? Et on peut avoir plusieurs interprétations possibles. On peut dire qu'elles profitent en réalité aux Ukrainiens d'abord, qui peuvent dire aux Américains « Écoutez, il est urgent que ces batteries nous arrivent ». Et on peut même penser qu'il y a un groupe au sein de l'administration américaine qui a intérêt à ce que ces informations sortent pour exercer des pressions, pour que ces armes arrivent plus rapidement. Si on est encore plus pervers, on peut dire que c'est un processus de désinformation. On dit aux Russes, grâce à ces révélations, que les Ukrainiens n'ont pas la possibilité de lancer la contre-offensive qu'ils doivent lancer. Et on est un peu en 44, on est en train de dire aux Allemands, on va aller là, mais en fait, on va là. Donc c'est le genre d'interprétation qui est aussi envisageable. Mais je rejoindrai Isabelle Lasserre, je crois que ce serait incohérent de la part des Occidentaux de former des fantassins et d'éviter qu'ils soient protégés pour arrêter leur marche en avant. Donc, quelque part, peut-être que ce moment
que nous mettons en avant de manière légitime disparaîtra très vite, comme d'autres moments. En fait, je crois qu'il faut partir de l'idée que la contre-offensive aura bien lieu. Quand, c'est une autre affaire, où on verra, mais je ne m'arrêterai pas trop à ces chiffres en disant « ça y est, c'est pas possible, les Américains veulent arrêter la contre-offensive ukrainienne ». Sincèrement, je ne le pense pas. C'est ça, c'est peut-être une façon, encore une fois, de tirer la sonnette. Puisque vous vous interrogez, je vous donne la parole, Antoine, dans un instant, mais puisque vous vous interrogez sur à qui profite le crime, je voudrais qu'on entende là-dessus, parce que les réactions arrivent petit à petit aux États-Unis notamment. Je voudrais qu'on entende John Kirby, c'est le porte-parole du département de la Défense, donc le porte-parole du ministère de la Défense américain. Écoutez ce qu'il indique quand on le questionne sur ces fuites. Qui, comment, pourquoi? Montage Victor Gabet, écoutez. So we don't know who's behind this. We don't know what the motive is. And I think, I can't remember who asked before, but we don't know what else might be out there. This is information that has no business in the public domain. It has no business, if you don't mind me saying, on the pages of front pages of newspapers or on television. Là, c'est un peu tard. Quand la fuite a eu lieu, c'est un peu tard pour demander à chacun « N'en faites pas état, s'il vous plaît, ce sont des documents sensibles, donc n'en faites pas part à vos téléspectateurs. » Antoine, votre regard. C'est exactement ce que disent les Ukrainiens. Moi, je suis la presse ukrainienne et encore aujourd'hui, Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité, dit « mais il n'y a aucun problème. Ces informations, hormis 5 personnes dans l'État ukrainien, personne ne les connaît. » L'adjoint de Zelensky, Podolyak, dit la seule chose dont on a besoin, c'est des armes à longue portée. Il y a des conversations, y compris la semaine dernière, entre le chef français d'état-major, le général Burkhardt, et le général Zaloujny sur les systèmes Mamba, le système franco-italien. Là, c'est de la défense antiaérienne. Voilà, ils se parlent là-dessus, ça a été promis, ils discutent. Il n'y a pas de problème, disent les Ukrainiens, sauf qu'il y a un certain nombre d'armes qui nous manquent, et notamment les armes à longue portée, les GLSDB, à plus de 150 km. Bien entendu, des avions, c'est de ça dont on a besoin, mais en tout cas, toutes ces informations, à qui profite le crime? Probablement aux Russes. Pour les Ukrainiens, c'est les Russes. Pourquoi? Parce que ça met de la défiance entre les Occidentaux et les Ukrainiens. Ça met de la défiance et du entre les Occidentaux et les Ukrainiens. Mais bien sûr, parce que les Occidentaux se disent mais c'est pas fiable votre affaire, peut-être vous n'y arriverez pas. Et comment se fait-il que ces informations circulent? Alors ça met plutôt de la défiance entre les Occidentaux et les États-Unis. Entre les Occidentaux entre eux. Entre les Occidentaux entre eux, mais aussi entre les Occidentaux et les Ukrainiens. Parce que du coup, on se demande d'où sont sorties ces fuites. Et est-ce que, vous avez commencé votre journal là-dessus, est-ce que les Ukrainiens vont être réellement en mesure, à la fin mai, de mener cette contre-offensive? Donc cette défiance-là, les Ukrainiens la balayent en disant il va y avoir une contre-offensive, on se prépare à la Crimée, on se prépare pour reprendre tous nos territoires qui ont été occupés, et ça va très bien se passer. Simplement, il faut que vous nous livriez des avions et des armes longue portée. Voilà, mais encore une fois, on ne peut pas exclure que depuis que ces documents ont été rédigés, fin février, début mars, ça fait 1 mois et demi, ces livraisons se soient accélérées. On sait que voilà, les batteries antiaériennes, on parlait des Mamba, on parle des Patriotes, on parle même des Crotales, tout ça était censé monter en puissance, effectivement, pour préparer cette contre-offensive. C'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, cette contre-offensive n'a pas lieu maintenant, immédiatement, mais que c'est le mois de mai qui a été programmé. Peut-être pour que les unités soient formées, mais peut-être aussi pour que les équipements arrivent. Je voudrais vous faire entendre une autre déclaration, celle du ministre de la Défense ukrainienne. Alors lui, ça va dans votre sens, Antoine. Lui, il dit oui, cette contre-offensive va commencer, et je vous annonce même qu'il y aura des surprises, et qu'il y aura des surprises navales, qu'il y aura des surprises en mer Noire. Écoutez-le. Які до сих пір невідомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо запропонувати їм ще черговий сюрприз на морі, чергову бавовну, пов'язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту для того, щоб повторити цю історію. Optimisme côté ukrainien, ce qui est remarquable, c'est ce qui est dit, mais aussi
le métalangage, comme on dit chez les sachants, c'est-à-dire le sourire de Reznikov. Il a l'air parfaitement paisible. Cela dit, Reznikov, il est souvent dans cette attitude-là. C'est pas quelqu'un qui affiche son stress, comme souvent les ministres de la Défense, avec une mine sombre. Il est plutôt détendu, Isabelle. Ils sont tous comme ça. Dmitri Kuleba est comme ça, et ils sont tous comme ça, et ils disent tous, effectivement, de toutes les armes que nous avons demandées à l'Occident. Pour l'instant, il y a une case qu'on n'a pas réussi à cocher, c'est celle des avions de chasse. Donc ils sont assez confiants dans... Bon. Voilà. On verra. Un dernier mot là-dessus, Amiral. Juste un mot sur le leurre quand il parle d'attaque en mer Noire. Rappelons-nous que le général Schwarzkopf, au moment de la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, a longtemps fait croire à un débarquement au Koweït, alors qu'ils étaient surpuissants, bien sûr, par rapport aux forces armées irakiennes, mais on ne peut pas s'empêcher d'essayer de faire des manœuvres de déception. Donc je ne suis pas sûr que... Là, ça va bloquer les navires russes qui vont peut-être être gênés pour porter des frappes à partir de la mer sur le territoire. Parce que sinon, un ministre de la Défense ne dévoilerait jamais. Bien sûr que non.